Ravi de vous accueillir pour cette troisième édition de la matinale Solgreen. Donc aujourd'hui le thème c'est comment éco-concevoir son packaging. Donc éco-concevoir un produit-service implique de réfléchir à l'optimisation de ses fonctionnalités, faire plus avec moins, éliminer le superflu afin d'apporter plus l'essentiel. Donc on est parti de ce postulat-là, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur les différentes matinales. Je fais juste un petit parenthèse CVP, j'en ai parlé avec certains qui nous connaissent un peu moins. Donc notre métier c'est d'apporter des solutions anticipatrices et quotidiennes dans le domaine du packaging plastique sur les marchés beauté, santé, alimentaire et chimie. Moi j'ai commencé par un focus sur qu'est-ce que l'éco-conception, à quoi ça sert, comment on démarre sur l'éco-conception. Donc c'est devenir acteur et responsable de la terre que l'on transmet à nos enfants. Donc pour nous c'est un vrai leitmotiv chez CVP, toutes nos actions sont liées à ça. Quand l'entreprise offre de nouvelles opportunités de stratégie à définir, à développer, préserver leur développement pour les générations futures, l'entreprise qui doit échanger sur ses bonnes pratiques, convaincre les nouveaux clients et fidéliser les clients existants, toutes ces démarches-là, ça va permettre l'éco-conception va permettre de faire tout ça. Faire un choix éco-responsable est aussi simple que d'acheter une recharge pour un savon liquide ou de porter attention aux emballages recyclables. Toute l'entreprise qui doit fonctionner avec les principes du développement durable. Et ensuite, quand l'écologie rime avec l'économie pour nos clients. Il y a un fil conducteur dans l'éco-conception qu'il faut suivre, c'est bien sûr de réduire ses impacts tout en conservant ou en augmentant la qualité de l'usage, donc on avait appelé dans l'éco-conception l'unité fonctionnelle de chaque produit. Il faut repérer les principales sources d'impact sur l'environnement de son produit, je vais éviter de dire le contenant, donc on met sur le contenant, et éviter les transferts de pollution et d'impact lors des modifications de système. Donc tous ces types, définir un objectif de démarche, considérer le cycle de vie, identifier toutes les sources d'impact sur l'environnement, proposer des pistes d'amélioration, évaluation des bénéfices sur les impacts sur l'environnement, évaluation de la faisabilité des coûts de pistes d'amélioration. Ça va jusqu'à la sélection des matériaux, ça va sur la réduction des quantités de matières, éviter le gaspillage, optimisation de l'usage, améliorer la recyclabilité, optimisation des moyens de production, optimisation de la chaîne logistique et de distribution, ainsi on augmente les fonctions et on réduit les emballages. Alors chez CVP, c'est vrai qu'il y a une nette motif, c'est on va mettre sur le marché que les produits qui ont une ou plusieurs solutions de revalorisation en fin de vie. Donc on va toujours travailler aussi sur quand on va développer un nouveau packaging, éco-concevoir, penser à l'éco-conception lors du développement d'un design complet, ou ré-éco-concevoir des emballages qu'on a déjà sur le marché pour voir s'ils sont bien conçus ou s'il y a des pistes d'amélioration possibles. Alors, il y a quelques notions de base. Il y a 3 critères. Les attentes des clients, la maîtrise des coûts et la faisabilité technique. Et c'est rajouter une démarche aussi sur l'environnement. Et l'éco-conception, ça va être à la croisée des 4 mondes. Et donc là, dès qu'on arrive à avoir le truc au milieu, la cible qui est bien ciblée, on est dans des concepts d'éco-conception. Donc il y a l'ADEME, merci monsieur, qui fait des démarches proactives sources d'innovation sur les différenciations approches positives de l'environnement. Il faut vraiment intégrer les aspects environnementaux dans nos différents concepts d'éco-conception, de contenants, de produits et ainsi de suite. Les 4 niveaux de l'éco-conception accessibles à toutes les entreprises selon leurs besoins. L'amélioration des produits et services, la reconception du produit, l'innovation des fonctions, l'innovation de système. Donc, il faut vraiment penser une vision globale de l'entreprise pour pouvoir travailler sur la partie éco-conception, une connaissance adaptée de chaque produit. Je ne fais pas des bêtises, hein. Donc, les raisons de la mise en place d'une démarche, il y a plusieurs enjeux. Donc, on est sur une gestion de risques réglementaires et opérationnels qui peuvent, en fait, c'est tous les enjeux qui peuvent engendrer un travail sur l'éco-conception. Une maîtrise des coûts, un accroissement des ventes et accès à de nouveaux marchés, donc pour l'innovation, la fédération des équipes autour de sujets porteurs de sens et motivants. Donc, ça aussi, c'est un élément fédérateur d'être fier de ce qu'on va faire, de pouvoir le diffuser, je vais dire prêcher la bonne parole, mais au moins de faire diffuser, égrener aussi toutes nos options possibles sur la partie éco-conception. Après, il y a aussi toute la maîtrise des approvisionnements des matières premières, donc trouver des alternatives qui soient plus d'origine végétale ou revaloriser tout ce qu'on peut apporter sur la partie Solgreen by CVP pour notre aspect.
Alors ici, on est sur des valeurs éthiques de l'entreprise qui aussi répondent aussi aux besoins du client et qui vont valoriser la valorisation du patrimoine. Donc aujourd'hui, on entend de plus en plus des informations ou à la radio, peu importe, des notions. Les consommateurs sont devenus des conso-acteurs. Ils sont de plus en plus vigilants par rapport à tout ce qu'on met sur le marché. Ils sont dans l'attente de réponses, de souhaits, de plus en plus acteurs proposer des solutions. Il faut pouvoir y répondre. Donc ça a vraiment un aspect plus sur vos démarches. Puis après, voilà, on prend toujours en compte les cibles externes, les cibles internes, la gestion des risques et la vente, tout ce qui va être équipe, donc fédérer, stimuler l'innovation, parce que plus on fait de l'éco-conception, plus on a envie d'en faire, plus on a des idées, plus ça crée de la créativité. Et on est toujours, en fait, on change de mood, j'ai envie de dire. On passe d'une situation où je fais des choses habituelles et classiques, etc. Je me mets dans une position d'éco-conception, en fait, de façon quotidienne, et une créativité, d'innovation qui permettent, plus on se met plus on a envie de faire bouger les choses et de trouver des alternatives. C'est les démarches axées sur la stratégie d'entreprise. Je pense que l'éco-conception doit partir c'est une trame, en fait, c'est comme un squelette, on va dire une colonne vertébrale, merci monsieur Gécode, qui permet après qu'il va se diffuser à tous les étages. Mais il faut qu'il y ait une trame par la structure, par l'entreprise, qui a envie de travailler sur l'éco-conception à tous niveaux. Donc c'est un peu comme d'autres aspects, tout ce qui va être RSE, tout ce qui va travailler sur toutes les parties prenantes. On ne peut pas faire de l'éco-conception que sur un aspect de la structure, parce que sinon ça devient bancal. Donc c'est vraiment une vision globale de l'entreprise qui va se découler en plan d'action, en tableau de bord et en action. Donc les gains environnementaux, ça permet aussi de faire connaître ses produits différemment, la satisfaction et la motivation des salariés, je le redis, etc., mais c'est vraiment un aspect positif, etc. On va être sur la réduction des coûts du produit et sur l'image responsable de l'entreprise et répondre vraiment aux besoins des consommateurs. La technique, ça touche les techniques, les commerciales et l'organisationnel aussi. Il y a des méthodes qui vont changer, et donc il faut rester sur un modèle agile de diffusion. Alors, l'ACV, il y a une première, la pensée du cycle de vie, ou l'ACV. Je vais souvent dire ACV, analyse de cycle de vie. C'est une analyse globale des impacts environnementaux qui sont causés directement ou indirectement par un produit, un matériau, un procédé ou de manière plus générale un système durant l'entièreté de son cycle de vie. Donc on parle souvent en anglais du cradle to cradle, en français du berceau au tombeau. Donc on prend vraiment qu'est-ce qu'on fait, et puis les matières suivantes, les déchets des uns deviennent les matières suivantes, des matières premières des suivants. Donc l'extraction de matières premières et le déchet utile. À quoi ça sert? Ça va favoriser la prise de conscience de l'impact de nos choix sur l'environnement. Si je prends ce produit-là ou cette matière première-là, qu'est-ce que ça va impacter? Et si, à contrario, je prends une autre matière, qu'est-ce que ça va impacter? Tout en pouvant utiliser les deux pour faire le procédé d'un produit X, Y, Z. Et ça va aussi faire des choix plus éclairés en termes de consommation. Alors ici, on a les 7 grandes catégories qui permettent de faire l'analyse d'un cycle de vie d'un produit. Donc on va travailler sur l'augmentation de l'effet de serre, l'épuisement des ressources minérales et fossiles non renouvelables, la consommation d'eau, la pollution photochimique de l'air, l'eutrophisation des eaux, l'acidification de l'air et l'écotoxicité aquatique. Donc là, c'est les principaux critères qui sont pris en considération dans une analyse de cycle de vie, et on va les regarder, et après chacun d'entre nous doit en afficher à minima 3. Et après ça c'est tout un chacun qui va choisir ceux qui sont mis en avant. Une grande majorité utilise au moins l'augmentation du FSA, type bilan carbone, et après vous choisissez en fonction de ce que vous conditionnez, de ce que vous faites. L'ACV, aujourd'hui, par rapport à l'éco-conception, c'est l'outil le plus abouti qui va permettre de travailler sur une analyse multicritère des impacts environnementaux.
On part des flux entrants pour arriver sur des frontières de système, arriver aux flux sortants. Donc tout ce qu'on a vu juste avant, les 7 grandes catégories qu'on a vues juste avant. Donc on travaille sur des unités fonctionnelles. Donc l'unité fonctionnelle, c'est l'unité de dose. Par exemple, vous avez un flacon de 250 ml de shampoing. L'unité fonctionnelle du shampoing, ça va être qui a été faite non pas par CDP mais de façon formelle, c'est 8 ml de shampoing pour tout un chacun. Certains en utiliseront moins et d'autres en utiliseront plus en fonction de... Mais la moyenne, c'est 8 ml. Et donc ça, l'unité fonctionnelle d'un shampoing, c'est 8 ml. Donc c'est pour vous donner une image. Pour réaliser le service rendu par le produit. Donc il faut 8 ml pour se laver les cheveux. Et ça va être l'élément comparatif entre les différentes autres shampoings ou autres produits. Pour laver une quantité de linge par des conditions déterminées, voilà, une unité fonctionnelle, c'est une quantité de lessive nécessaire, par exemple, pour laver une quantité de linge. Sûreté de l'eau, degré de salissure, et ainsi de suite. Donc, l'étape 2, dans une analyse de cycle de vie qui travaille sur l'éco-conception, c'est l'inventaire du cycle de vie, l'arbre des procédés. Là, on a fait un exemple avec, non pas un packaging, mais avec une ampoule. Donc, il faut création de production de matières premières pour faire une ampoule. Là, c'est du verre, du cuivre pour l'intérieur. Donc, après, on a le transport de la matière première de ces matières-là jusqu'au site de production. On a l'énergie nécessaire pour faire l'assemblage de l'ampoule entre elles. On a le conditionnement de l'ampoule dans le blister, par exemple. Donc, on a 0,01 kg de papier d'emballage par ampoule. Ensuite, on a le transport de l'emballage, je dis vide, mais c'est plutôt de l'emballage de l'ampoule qui est mis dans le supermarché, par exemple. Et après, l'utilisation, ça c'est nous, nous à titre personnel, qui utilisons l'électricité. Puis après, il y a la fin de vie, comment on recycle le tout. La troisième étape, c'est l'évaluation des impacts. C'est-à-dire qu'on classe les flux élémentaires en catégories d'impact. Là, on vérifie quels sont les niveaux. Donc, on va voir sur la santé humaine, sur la qualité de l'écosystème, sur les changements climatiques et la disponibilité des ressources. L'étape 4, c'est l'interprétation. On a fait tous ces calculs, toutes ces analyses, etc. L'étape 4, ça va concerner tout ce qui est interprétation. Donc, voilà, j'ai autant de pourcentage pour ma matière première, pour la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Et ici, on va pouvoir comparer les procédés A en bleu foncé, les procédés B en bleu plus clair, et ensuite nous faire un petit graphique et voir où sont les meilleurs impacts entre le produit A qui a été comparé au produit B. Donc ça, c'est aussi des éléments comparatifs et voir si notre produit est vraiment éco-conçu et quelles sont les différentes, les prochaines éléments. Est-ce que ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, entre la bonne idée et puis la réalité? Parce que si on part d'un produit éco-conçu, parfois, normalement c'est pas le cas, mais on s'arrête souvent à l'extraction et à la production. On oublie la fin de vie, et la fin de vie, si elle devient plus polluante que ce qu'elle n'a réussi que l'impact premier de l'extraction, ça ne rentre pas dans les critères de l'éco-conception. Parfois, il y a une limite, et c'est pour ça qu'on doit travailler sur l'entièreté du projet. Donc on interprète les résultats, et après on fait des exemples de pistes d'amélioration. Donc choisir des matériaux plus impactants et renouvelables. Donc est-ce qu'on est sur de l'annuellement renouvelable, du millénairement renouvelable comme on peut l'avoir dans notre activité? Réduire les intrants de production. Est-ce que, par exemple, je prends des cas concrets chez nous, mais c'est si on change de machine, est-ce qu'on s'y empare des machines 100% électriques, on est moins consommateur, etc. On est moins énergivore aussi, et ainsi de suite. On va utiliser des technologies plus propres, donc des changements de machines, réduire les consommations d'énergie et diminuer l'impact en phase d'utilisation. Si on prend tout ça. Alors nous, on a fait une analyse de cycle de vie qui s'appelle simplifié. On est parti d'un produit qu'on vend, qui est une bouteille plastique, qui est destinée à un secteur alimentaire, le secteur des sirops. Le type de produit emballé, c'est un sirop de fruits. Donc ce qu'on a calculé, on a calculé la bouteille, le poids de la bouteille qui est une matière enveloppée, le poids du bouchon qui est un PP, le procédé principal qui est l'injection soufflage, dans ce cas-là, qui a été fait en France, et la distance de remplissage de notre lieu de fabrication de la bouteille
au lieu de notre client. L'unité, l'unité fonctionnelle, c'est 100 grammes de produit tel que consommé. Et puis ici, vous avez les impacts. Entre les impacts, voilà, donc une image, je vais passer juste après. Mais l'impact de l'emballage sur différentes étapes, qui montre l'effet de serre, ici la consommation d'eau, et ici vous avez l'eutrophisation des eaux. Voilà ce qu'on a en analyse simplifiée, voilà ce qu'on a voulu afficher. Donc l'impact de l'emballage sur l'effet de serre, mais on va dire à 40% et 60% sur le sirop conditionné. Vous avez moins de une vingtaine de pourcents sur la consommation d'eau qui est liée au packaging et le reste étant dédié aux produits et une petite quinzaine de pourcents aussi sur la partie eutrophisation des eaux. Voilà ce qu'on est capable de faire, de proposer à nos clients, travailler sur des analyses de cycle de vie, des analyses, on appelle ça institut, on vient chez vous. On peut les faire et on s'appuie aussi toujours chez CVP de partenaires experts et on peut venir avec des experts de la CV, nous on vient en tant qu'experts de packaging. Autre outil pour éco-concevoir, c'est le calcul du bilan carbone. Donc nous on fait le calcul du bilan carbone de tous les produits qui vont être mis sur le marché. On a travaillé là-dessus avec l'ADEME qui nous a validé notre tableau depuis 2012. En fait, pour faire le calcul de l'empreinte carbone, on comptabilise l'ensemble des gaz à effet de serre et ainsi on prend conséquence des principaux postes d'émission de la vulnérabilité d'énergie. Comment on calcule, nous, notre empreinte carbone? Donc, quand on va partir des entrants, donc l'extraction, le transport, la transformation, le transport auprès de notre client, mais on prend surtout la fin de vie. On a des alternatives qui sont existantes, qui sont de matière végétale, donc on a un impact moins fort en entrant. Cependant, en fin de vie, on va partir sur des matières dites fossiles, parce qu'elles vont être mélangées à des matières fossiles. On ne peut pas considérer la fin de vie de nos produits végétaux ou recyclés comme étant des produits qui vont être mélangés qu'avec des matières végétaux recyclées aujourd'hui. Peut-être plus tard. Alors, on prend en compte dans le CO2 les émissions directes et indirectes. Et on prend tout dans les calculs de CO2, c'est-à-dire le coût de transport, le nombre de kilomètres de transport, pas que des produits, mais aussi de tous les collaborateurs pour aller au travail, les impacts, si on y a été en avion, si on y a été en train, en hélicoptère, non je rigole, on ne peut pas jusque-là ici, mais ça va arriver, ce qui paraît, j'ai vu ça, un retour du CES. Et puis on va regarder s'il n'y a pas des moyens de réduire chaque petit impact. Donc, d'où la baisse de consommation d'impression ou la gestion de ces emails. Émissions directes, émissions indirectes et autres émissions indirectes de GES. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Établir un inventaire des émissions de GES par activité, transport, énergie, déchets, utilisation. C'est la donnée d'activité fois le facteur de l'émission qui va nous donner l'émission de GES liée à cette activité principale à chaque activité. Et là, on a mis en petit schéma les principaux postes d'émission de bilan carbone. Donc, on a le transport, le déplacement du personnel, l'immobilisation, les achats, les véhicules d'entreprise qui sont une autre catégorie, les établissements, tout ce qui va considérer l'entreprise, et les déplacements des visiteurs aussi et de nos fournisseurs, l'utilisation de produits vendus et la fin de vie. Voilà tout ce qui est pris en considération. On fait le calcul de l'empreinte carbone une fois par an. Donc là, on vient de le remettre il a été remis à jour hier soir. On va pouvoir communiquer sur notre nouvel impact 2010. Non, c'est l'impact 2018. Les données qui sont en 2019 font référence à l'impact qui a été réalisé en 2018. Autre outil utilisable pour les co-conceptions, c'est l'économie circulaire. Rendre la société moins polluante et plus sobre dans l'utilisation des ressources tout en créant de l'emploi. On part d'une économie traditionnelle qui est d'extraits fabriqués, consommés et jetés pour passer à réorienter les modèles de production, d'échange et de consommation. On est sur la gestion, ici on arrive sur l'offre des acteurs économiques, les demandes et comportements des consommateurs et la gestion des déchets.
Et donc tous ces trois sphères, et là vous avez l'éco-conception. Bien évidemment, à chaque fois qu'on est sur une démarche d'éco-conception, ça ne doit pas dégrader l'impact ou les fonctions qui sont liées à chacun de nos produits. Autre prise en considération, c'est l'impact, la fiche environnementale. C'est pouvoir comparer des produits qui sont comparables quand ils sont dans les mêmes catégories. Donc là, on a schématisé, non, c'est pas schématisé, c'est vraiment ce que vous retrouvez. Alors là, dans le domaine du packaging plastique, il y a du PS, il y a du... Vous avez tous les éléments qui permettent de vérifier si on est bien sur les mêmes matières et quels sont les procédés, comment on peut faciliter le recyclage en fait, en fin de vie. Donc pourquoi éco-concevoir? Si on devait un peu résumer, c'est se conformer à la réglementation, rester concurrentiel, avoir un pas d'avance, être force d'innovation, valoriser notre produit qu'on veut mettre sur le marché, impliquer les équipes et maîtriser vos coûts. Elle est vraiment bénéfique pour tous, mais on y croit. On déploie ça partout. On fait des formations auprès des collaborateurs. On explique que c'est une véritable stratégie d'entreprise et que c'est là où on va et là où on veut aller et là où on ira encore plus. On forme tous les collaborateurs, tous nouveaux collaborateurs qui viennent chez CVP, qui arrivent chez CVP à un module d'éco-conception. Qu'est-ce que l'éco-conception? Pour pouvoir aussi se l'approprier, parce que c'est des concepts que tout le monde a besoin de faire grandir. Et on prend la prise en compte de la chaîne de valeur. Alors, ici on a des petits exemples sur les baisses. Il n'y a pas que nous, malheureusement. On n'est pas les premiers. Il y a la baisse des poids qui se fait au fil de l'eau. Les pots de yaourt qui n'étaient pas très très lourds mais qui ont réussi à baisser à moins de 5 grammes. Un gros travail notamment de Danone qui a fait des super... à mon sens, ça a fait un emballage qui a été vraiment éco-conçu parce que là on arrive à racler la totalité de son pot de yaourt, etc. Et on ne laisse plus 5 grammes de produits dans son yaourt parce qu'on n'arrivait pas à racler les... Vous avez les canettes en acier qui ont aussi sacrément diminué, et après les bouteilles en plastique dans les temps qui diminuent petit à petit, donc un peu moins diminué. Alors, éco-concevoir, quels emballages pour quels bénéfices? Donc vous voyez ici la baisse de 40% de l'emballage, économie de 3000 tonnes de CO2 par an, le respect de l'environnement, vers les monomatériaux. Effectivement, on va préconiser, si vous êtes sur des emballages d'une certaine matière, si vous mettez des étiquettes ou des choses comme ça, c'est de rester sur la même matière pour que ça soit 100% recyclable. Ce qu'on va préconiser aussi, c'est de ne pas faire du suremballage. On parle souvent, mais c'est important. Ça permet aussi de réduire les émissions de carbone durant le process et de la distribution. Étiquette autocollante qui permet ici, on a les petites chips ont juste mis une étiquette pour pouvoir éviter le cartonnage, rajouter du carton pour pouvoir les tenir ensemble. On a quand même des gains qui sont 80% sur l'emballage, 56% sur la logistique, 10% sur l'encre et 45% sur le transport. Tout plein de démarches qui sont à mettre en place et puis d'autres solutions à trouver, à innover, à apporter, tout en pensant effectivement à la fin de vie de chaque produit qui sont mis sur le marché. Ce qu'il disait, en fait, on travaille effectivement toujours en entonnoir fin. Fin de vie et en utilisation, consommation de production et matière première, en fait. On fait l'inverse d'un système classique. Donc GECO, c'est une entreprise qui a été fondée en 2007, une entreprise sociale, donc une entreprise d'utilité sociale avec le nom ISUS. Donc nous avons plusieurs pôles d'activité dans l'entreprise, un pôle donc, de collecte et de valorisation des déchets de la restauration, donc huile de friture, déchets de cuisine, marc de café, déchets de cuisine et biodéchets. Un pôle activité d'innovation où on développe des nouveaux produits ou des nouvelles filières, donc par exemple le biodiesel qui est issu des huiles alimentaires usagées, donc qui est utilisé dans les moteurs diesel. Du lubrifiant de chaîne de tronçonneuse qui est produit également à partir des huiles de friture. Donc,
Il y a aussi, donc, ce qu'on va voir après les plastiques, un pôle de conseil et accompagnement et formation qui est effectivement organisme de formation et où on fait des prestations de conseil sur la partie innovation, mais aussi sur du développement de filières sur d'autres territoires, puisqu'on accompagne des porteurs de projets sur d'autres territoires français pour mettre en place de la CV aussi. On fait des analyses de cycle de vie également, oui, on a des compétences à l'interne. Et donc le pôle développement territoire qui est là pour nous permettre de nous développer sur d'autres régions en France. Alors, donc, nos trois principales filières, donc, je parlais tout à l'heure, des huiles de friture qui deviennent du biodiesel ou du lubrifiant, le marc de café qui devient ou du combustible type pelé ou du chef de chauffage, et des plastiques, et les biodéchets qu'on valorise sur des filières type biogaz ou compostage également. Alors, les plastiques au marc de café, donc ça c'est un travail qu'on a réalisé avec notre partenaire Ecovaline qui est sur Lyon. Alors, quelles sont l'idée donc de valoriser donc du marc de café pour l'incorporer dans du plastique. Alors, quels sont les avantages de faire ça finalement en termes d'éco-conception et de conception du produit? C'est qu'on a un produit qui est 100% issu du recyclage en économie circulaire. Donc on a du plastique qui est issu du recyclage, on a du marc de café qui est issu de déchets. On peut substituer jusqu'à 70% du plastique de la composition de la pièce finale. Après, tout dépend des caractéristiques techniques attendues pour le matériau. Donc en valorisant les déchets. On peut avoir des pièces 100% biodégradables si on utilise un bioplastique de type acide polylactique, ce qui fait qu'en fin de vie, on peut avoir un produit qui va être compostable entièrement. Alors, la partie recyclabilité en fin de vie, ici on est sur un plastique qui n'est pas biodégradable, donc on peut, on a les moyens nous de revaloriser ce plastique si donc on le recollecte donc via notre filière, et donc c'est des produits qu'on peut personnaliser, donc on a déjà fait des produits à façon pour des clients, et en cherchant à faire en sorte que le produit ait du sens. Donc par exemple donc des demandes sur des plateaux type plateau repas qui du coup utilisent le marc de café qui est le produit d'un restaurant. On a aussi des pots de fleurs biodégradables, donc, ce qui fait que là on a vraiment un retour à la terre complet du produit. L'idée vraiment de valoriser le déchet sur place, là où il est utilisé, ce qui fait qu'en plus dans l'idée de la fin de vie, c'est qu'on puisse aussi organiser la collecte des produits une fois qu'ils sont usagés. Chez Pilote, on est plutôt en multimatériaux, donc bois, métal, plastique. Voilà, c'est un petit panel de ce qu'on peut faire pour différents clients. Donc voilà, Pilote, c'est une entreprise qui a été créée en 1996. Qui a commencé sa démarche éco-conception via un appel à projet de la Française des Jeux pour la campagne Amigo, donc qui demandait en fait d'avoir une étude ACV complète du produit. Donc, ça a été payant puisqu'on a remporté le projet. Et donc suite à ça, on a développé l'éco-conception chez Pilote. Donc, en 2013, il y a eu un premier bilan carbone, et donc après, on se posait beaucoup de questions sur comment faire pour réduire notre impact auprès surtout de nos clients, notre plus grosse mise sur le marché. Donc on a développé notre calculateur EcoPLV, qui était donc au départ mon critère donc, sur le CO2, et qui est passé depuis 2016 en multicritère. On a aussi donc labellisé EcoPopaye, qui est la certification en fait liée à notre métier de la PLV, et certifié aussi AFAC Éco-Conception confirmée. Et on a participé aussi au concours Avenir qui est organisé par la région pour notre calculateur. Et on a aussi entamé en 2017 une démarche achat responsable
Et du coup, la direction a aussi suivi une formation sur l'économie de la fonctionnalité. Après, chez Pilote, on a parti pris de travailler sur des PLV, on va dire, durables, qui ont resté en général longtemps en magasin, 3 ans, voire plus. Voilà, on n'est pas du tout sur type packaging, type palette qui va durer 1 semaine ou 2 semaines en magasin. Voilà, donc ça, c'était déjà entre guillemets un parti pris sur on va dire l'éco-conception, le fait de concevoir des mobiliers qui vont être durables en magasin. Et donc on les adapte aussi en fonction des produits qu'ils vont recevoir et l'utilisation en magasin qui va être faite. Donc certains de nos clients sont, on va dire, plus réceptifs que d'autres. On se rend compte que de plus en plus ils sont réceptifs, mais ça prend encore un peu de chemin parce que souvent nos interlocuteurs c'est les acheteurs et du coup les acheteurs c'est le prix. Après on voit de plus en plus dans les appels d'offres justement un point sur l'éco-conception, le développement durable, etc. Et c'est vrai que comme on a développé notre calculateur d'impact environnementaux, et donc en fait ce calculateur nous permet déjà de travailler sur la matière la plus appropriée en fait en fonction de ce qu'on recherche au niveau des propriétés techniques de la PLV. Et donc ça nous permet aussi de faire un comparatif entre une première version qu'on remet au client et après le client, c'est assez rare que le client soit content du premier coup, donc du coup il y a toujours des petites choses, des petites astuces à trouver pour satisfaire le client et du coup aussi pour réduire la matière, l'emballage. C'est aussi les sensibiliser sur le fait que s'ils peuvent réceptionner leur marchandise entre guillemets en kit et pouvoir le monter, on va pouvoir mettre plus de PLV dans un camion ou sur une palette et donc réduire le transport, les camions sur les routes, etc. C'est aussi choisir la matière la plus adaptée. Du coup, voilà, donc là on fait un comparatif entre une première et une deuxième version. Voilà, donc on a aussi le multicritère sur l'acidification, le réchauffement climatique, la toxicité humaine, l'épuisement des ressources et puis l'eutrophisation. Voilà. Et après, on sensibilise aussi notre client à la fin de vie. L'ensemble de nos PLV, soit sont monomatériaux, soit sont relativement facilement démontables par un système de vis et d'outils. Voilà. On ne conçoit pas nos PLV pour que des matériaux ne puissent pas être séparés les uns des autres. Du coup, elle est toujours recyclable, potentiellement recyclable, si le client en fin de chaîne fait le geste de recycler sa PLV. Mais du coup, voilà, on a toutes ces fiches qu'on communique à notre client, qui d'ailleurs n'est pas forcément le client final, parce que nous, on communique souvent avec les centrales. Mais on ne communique pas forcément en direct avec chaque point de vente en fait. Notre client c'est la centrale et après la centrale on diffuse ou pas à ces points de vente sur le territoire. L'éco-conception c'est aussi travailler le plus local possible. Donc il y a quelques années on était beaucoup en Chine parce que le marché voulait qu'on soit en Chine parce que c'était beaucoup moins cher et donc voilà, entre guillemets, si on voulait faire une entreprise conciliée, fallait aller en Chine. Et voilà. Et de plus en plus, on a recentré la fabrication sur l'euro-région, donc France-Belgique, ce qui nous permet, en pas très loin de la Belgique, donc c'est pratique. Et donc voilà, nos gros partenaires industriels sont à moins de 50 km et on est à 85% de fabrication locale, régionale pour nos PLV. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut garder et qu'on veut aussi emmener nos partenaires industriels avec nous dans cette démarche. Et donc l'année passée, pour les intégrer encore plus dans notre démarche, on les a reçus en petits groupes pour leur expliquer vraiment notre démarche, même s'ils connaissaient un peu ce qu'on voulait faire au niveau de l'éco-conception et du développement durable. C'était de les amener encore plus avec nous, donc voilà, en leur expliquant ce qu'on fait plus en détail et en travaillant avec eux aussi pour avoir
des solutions matériaux, parce que donc, nous, comment on travaille, c'est que on leur donne des plans, on leur dit, bah voilà, nous on veut du métal, on veut tel plastique, etc. Et après, eux, ils se chargent de faire leurs appros, et si vous voulez, on n'a pas vraiment la maîtrise et la traçabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe là en ce moment pour remonter à la source et savoir d'où proviennent les matières qu'on utilise. Et du coup aussi, que eux, ils soient source d'innovation en nous proposant des matières, puisque eux, ils sont encore plus, on va dire, avec les matériaux, donc ils ont encore plus d'idées sur les matériaux qui pourraient être adaptés, les matériaux de demain et les matériaux qui pourraient être adaptés ou qui pourraient être des alternatives à ceux qu'on utilise aujourd'hui.